Bonjour, bienvenue à la journée porte ouverte virtuelle de l'IFITS pour un webinaire concernant la formation auxiliaire de puériculture. Avant de passer la parole à mes collègues, je vous informe qu'à la fin de la présentation, il y aura un temps de questions-réponses. N'hésitez donc pas à faire part de vos questions sur le chat du webinaire. Je passe tout de suite la parole à Madame Marchal, directrice de l'établissement. Eh bien oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Institut de formation interhospitalier Théodore Simon. Donc je suis Christine Marchal, je suis la directrice de cet institut et je suis vraiment ravie de vous accueillir virtuellement au sein de notre établissement pour cette journée en distanciel, cette journée porte ouverte de manière inédite en distanciel qui, je l'espère, vous permettra de découvrir notre institut de formation d'auxiliaire de puériculture et vous permettra également d'avoir toutes les réponses à vos questions sur aussi bien l'accès à la formation que le déroulement de la formation. Cette formation, elle va vous être présentée de manière synthétique, certes, mais avec le maximum d'éléments par Madame Mokedem, qui est la responsable pédagogique de la filière. Et du coup, à l'issue de la présentation, comme cela vous a été dit tout à l'heure, vous pourrez poser vos questions sur le chat et nous vous répondrons en direct. Alors, je voulais quand même vous préciser que nous avons, nous, à Théodore Simon, une solide expérience de la formation dans le champ du sanitaire et que nous poursuivons nos missions d'enseignement en nous appuyant sur des valeurs humanistes très fortes et nous ancrons notre philosophie sur un principe qui est que nous plaçons l'élève au cœur de notre dispositif de formation parce que nous voulons l'accompagner vers la réussite et surtout, nous voulons former des futurs professionnels, en l'occurrence pour vous, des auxiliaires de puériculture qui soient compétentes, engagées, motivées dans les missions dans lesquelles elles vont s'engager auprès des enfants et de leur famille. Donc, avant de vous présenter l'intégralité de l'organisation plutôt de la formation, je vous propose de faire une visite virtuelle de nos locaux grâce à un film qui va vous être présenté dans un instant. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Bonne visite.
Bonjour, donc et bienvenue de nouveau donc à ce webinaire donc sur le focus donc de la formation auxiliaire de puériculture. Donc vous venez de découvrir notre institut de formation donc avec un beau cadre. Hein. Alors les informations que je vais vous donner donc sont toutes accessibles sur le site internet donc, de l'institut, donc www.ifits.fr. Hein. Donc là, vous avez une carte qui vous montre le lieu géographique de l'Institut de formation qui est très bien desservi donc, par les transports en commun. Donc, comme vous avez pu le voir donc, sur la vidéo, un cadre assez verdoyant, hein, donc, très agréable. De nombreux équipements pédagogiques que vous avez donc vus aussi au travers donc, de ce film sur l'Institut de formation, donc avec un centre de documentation et 2 documentalistes qui sont toujours très disponibles pour répondre à vos questions, pour vous chercher des informations, pour vous aider à trouver des documents pour les travaux qui vous sont demandés. Donc une salle multimédia donc, qui est accessible à tout moment de la journée, mais bien sûr en dehors des périodes de cours, et des salles de cours qui sont très spacieuses et nombreuses dans l'Institut de formation. Donc là, nous allons donc faire donc, ce focus sur la formation auxiliaire de puériculture. Donc, c'est pour vous dire que donc là, actuellement, la formation est en cours de réingénierie. Donc, je vais vous donner des informations qui sont qu'on a pu avoir, mais pour le moment, le texte officiel n'est toujours pas paru au journal officiel. Donc, premier élément qui est important, puisque si vous êtes présent, c'est que vous souhaitez candidater et faire donc un dossier de sélection pour pouvoir entrer en institut de formation auxiliaire de puériculture. Donc, le calendrier, donc l'ouverture des inscriptions 29 mars. Non, les dates sont sur notre site internet, mais pour le moment, le dossier n'est pas téléchargeable puisqu'il sera à disposition qu'à partir de l'ouverture des inscriptions, c'est-à-dire le 29 mars, avec une clôture le 3 juin. Par contre, ce que vous avez comme information, les informations concernant tout ce qui est le dossier de sélection sont déjà sur le site de l'Institut. Donc, résultat de la sélection le 30 juin. Donc, une sélection sur dossier uniquement aussi pour la rentrée de 2021, comme pour la rentrée de 2020. Les entretiens ont été annulés au regard de la crise sanitaire. Il y a la possibilité d'un accès direct pour les agents des services hospitaliers qualifiés, c'est-à-dire que ces agents des services hospitaliers qualifiés peuvent entrer sans sélection dans un IFAP à partir du moment où ils ont été sélectionnés par leur employeur. C'est-à-dire qu'ils ont passé différentes étapes au niveau de sélection au niveau de leur employeur qui les prennent en charge dans le cadre de la formation continue, et donc ils sont d'emblée admissibles à l'Institut de formation. Après, il y a une autre façon d'entrer en IFAP, c'est ce qu'on appelle la validation des acquis d'expérience, qui est une spécificité donc, que je ne vais pas vous détailler là, mais les personnes qui seront concernées peuvent s'adresser à nous via un mail ou alors par téléphone s'ils souhaitent avoir des renseignements concernant cette modalité d'entrée dans notre institut de formation. Alors, pour donc, la rentrée donc, de septembre 2021, nous avons donc 48 places. Donc, dans ces 48 places, il y a 10%, donc on va arrondir à 5, hein, parce que 4,8, celui qui sera à 0,8 sera un peu compliqué pour lui. Donc, 5 places réservées donc, aux agents des services hospitaliers qualifiés, hein, sélectionnés par leur employeur. Et on a aussi donc 5 places supplémentaires hein, pour tout ce qu'on appelle donc, les autres diplômes, donc les aides-soignantes, les auxiliaires de vie aux familles, les ambulanciers qui souhaiteraient faire donc, cette formation. Alors, bien sûr, donc, dans ce dossier sélection, il y a des éléments, et ces éléments sont en lien avec des attendus nationaux. Donc, dans les différents éléments, donc, il y a tous les éléments qui concernent votre identité, hein, pièce d'identité ou un titre de séjour qui doit être valide pendant la période de formation.
Donc, une lettre de motivation. Donc, qui dit lettre de motivation dit donc cette lettre doit être motivée, hein, c'est-à-dire pourquoi vous avez envie de faire donc ce métier, hein, pourquoi vous avez envie d'entrer en formation. Donc, ce qui est important, c'est de nous décrire un peu ce projet professionnel, comment vous l'avez construit, hein, de nous détailler un peu les éléments de votre parcours scolaire qui est un parcours qu'il ne faut pas négliger, hein, puisque dans le cadre de ce parcours scolaire, vous avez eu des activités, vous avez eu des enseignements, vous y aviez appris des contenus, donc il faut savoir mettre en avant, hein. Si vous avez travaillé, donc mettre aussi en avant votre parcours professionnel, nous dire un peu ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a orienté sur ce choix de métier, évoquer donc les passages de vos parcours qui vous ont amené à vouloir exercer dans ce secteur-là, hein, et pour les personnes qui sont en réorientation, hein, donc qui ont déjà eu une expérience professionnelle qui peut être complètement différente et qui n'a rien à voir avec le domaine sanitaire, donc, et qui est tout à fait possible, hein. Tous les ans, on a des personnes qui se réorientent et puis qui, à un moment donné de leur vie, ont envie donc de faire ce métier qu'elles n'ont pas pu faire précédemment. Donc, expliquer un peu qu'est-ce qui a fait cette réorientation. Donc, toujours décrire les qualités que vous possédez, hein. On a tous et toutes des qualités, hein. On a toujours du mal d'ailleurs à les mettre en avant, mais il faut demander à votre entourage justement quelles sont ces qualités. Bon, on a aussi des défauts, mais bon, bien sûr, les défauts, on ne les attend pas dans le cadre de cette lettre de motivation. Bon, il ne faut pas trop en avoir non plus. Donc, les connaissances, les savoirs que vous avez acquis, hein, les compétences techniques, hein, ou les compétences relationnelles que vous avez développées au travers d'activités personnelles, professionnelles ou des activités scolaires. Il ne faut rien négliger, hein. L'objectif, c'est qu'on voit que vous avez plusieurs cordes à votre arc, hein. Et le point sur lequel il faut vraiment faire attention, c'est ne pas trop aller sur les sites internet avec des lettres de motivation, puisqu'on se rend compte très rapidement quand il y a des copier-coller, hein, parce que, alors après, on peut aller regarder, on peut se réapproprier les choses, parce que parfois on a besoin d'être aidé, parce qu'on veut absolument être pris ou prise, hein, mais on s'en rend quand même rapidement compte quand c'est du copier-coller sur internet, c'est assez flagrant. On vous demande aussi donc de faire un document manuscrit. Donc, ce document manuscrit, c'est au travers d'une situation personnelle vécue ou d'une situation professionnelle vécue, hein, en fonction de votre parcours. Donc, dans cette situation, qui doit être en lien donc avec les attendus, hein, on doit retrouver l'intérêt dans le domaine de l'accompagnement et de l'aide à la personne, des qualités humaines, des capacités relationnelles, hein, une aptitude à entrer en relation, vos aptitudes en matière orale, écrite. D'accord. Oral, c'est en lien dans votre situation avec éventuellement une relation que vous auriez eue dans cette situation. Vous mettez en avant une relation, hein. Donc, une capacité d'analyse. Les maîtrises des bases de l'arithmétique, c'est plus en lien à votre parcours scolaire, hein. Et on doit retrouver des capacités organisationnelles. Donc, dans cette situation, c'est pourquoi vous avez fait le choix de cette situation, quels sont les liens que vous faites entre la situation et le métier choisi, en quoi a consisté un peu cet accompagnement que vous avez pu faire, hein, et détailler ce que vous avez fait et surtout en quoi ça vous a enrichi. Alors, donc c'est un métier qui va nécessiter de la rigueur. Vous allez vous occuper d'enfants, hein, avec des responsabilités, avec des qualités relationnelles, donc des savoirs à acquérir. Donc, nous, au sein de l'Institut, bien sûr, on va vous amener des contenus qui vont vous permettre d'assurer ce métier d'auxiliaire de puériculture. Hein, mais vous aussi, vous allez faire quand même la plus grande partie du travail, hein, mais pour pouvoir faire toute cette grande partie de travail, il faut déjà, dans un premier temps, montrer que vous avez la motivation, hein. La motivation, c'est aussi une façon, ça fait partie des éléments de la réussite, hein.
Alors donc ça, au travers de votre lettre de motivation, hein, ça bon, on pourra le voir, mais bon aussi au moment de la formation. Et vous allez aussi devoir faire preuve de rigueur, hein, d'engagement et de régularité dans la formation. C'est une formation courte, hein, avec beaucoup de contenu, hein, à assimiler. Donc, parfois, quand on a été dans le milieu du travail et qu'on revient sur les bancs de l'école, parfois, ça peut être un peu difficile, hein. Mais si vous avez cette rigueur et cette régularité, je pense que ce sont les facteurs essentiels de la réussite. Et nous, on est aussi là, justement, pour vous accompagner donc, à cette réussite. Notre objectif, c'est que quand vous rentrez, vous sortiez avec ce diplôme. Donc pour ça, donc on a des outils, hein, qu'on mettra donc à votre disposition. Donc le premier outil, c'est un pack Office, hein, 365, donc qui vous permettra d'avoir accès donc à une boîte mail, hein, IFITS. Hein. Donc cette boîte mail, tous les étudiants et tous les personnels de l'Institut de formation l'ont, et de pouvoir avoir au travers de ce pack Office, Word, PowerPoint, donc tous les éléments que vous voyez donc sur cette diapo. On a aussi donc une plateforme de formation numérique dans laquelle on a, comme vous le voyez, donc une bibliothèque dans laquelle il y aura donc les cours que vous aurez eus. Hein. Soit vous avez les cours, vous pouvez avoir certains cours avant, parce que vous avez besoin d'avoir un support pour qu'on puisse les travailler. Mais la plupart des cours que vous avez eus à l'Institut de formation sont mis dans cette bibliothèque. Et si vous avez eu du mal à prendre des notes, ça vous permet justement de revoir ces contenus de cours. Vous avez aussi tous les plannings, hein, qui sont mis donc, sur cette plateforme numérique. On peut mettre des tests d'auto-évaluation, hein, puisque vous avez, bien sûr, toute formation, il y a des systèmes de validation. Donc, on met aussi des tests qui permettent de savoir où vous en êtes de vos révisions, ce que vous voulez travailler. Et on espère donc pouvoir mettre donc des cours sonorisés, hein, ce qui permettrait pour certains cours où il n'y a pas obligatoirement besoin d'être présente, puisque ça nécessite pas obligatoirement une interactivité au moment de ce contenu de cours, donc de faire des cours chez vous et de revenir donc à l'école pour pouvoir les exploiter de façon différente. Alors, bien sûr, vous faites une formation professionnalisante, donc il y a besoin de ce qu'on appelle des travaux pratiques, puisque vous allez devoir acquérir des soins techniques. Donc, pour ces soins techniques, donc, on a des salles de pratique, comme vous avez pu le voir dans le cadre de la vidéo. Et pour le moment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait au niveau de la filière auxiliaire de puériculture, mais qu'on espère développer. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par donc, simulation. C'est-à-dire qu'on est sur des situations simulées et avec un objectif aussi, c'est de faire donc, de travailler ces situations simulées en interprofessionnalité, puisque demain, quand vous serez sur le marché du travail, vous travaillerez avec des infirmières, avec des aides-soignantes, avec des puéricultrices. Et donc, l'objectif, c'est de commencer donc, de travailler en interprofessionnalité. Donc là, on a aussi donc, réalisé ce qu'on appelle des tutoriels vidéo, donc depuis mai 2020. On a créé, donc il a été fait donc 17 tutoriels, donc scénarisés autour de techniques de soins à apporter à l'enfant. Donc là, on va vous montrer un exemple de tutoriel. Nous allons mesurer la taille de cet enfant. Bien entendu, avant, il faut nécessairement avoir fait un lavage des mains rigoureux. Ensuite, aujourd'hui, je vais demander une aide d'un opérateur et ce sera le papa. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez maintenir le menton et la tête en appui sur le haut de la toise? Voilà, merci. Alors, ensuite, on va enrouler le genou pour essayer de tendre un tout petit peu la jambe. Et ensuite, on va amener le bas de la toise en appui
sur le pied qui doit être à angle droit. Et faire la mesure, la lecture se faisant ici. Et là, on est à 48 cm 5. Voilà. Merci, monsieur. Alors donc voilà, donc vous avez vu, ça fait partie donc un de ces 17 tutoriels donc, que vous allez avoir donc, pendant votre formation. Donc ces tutoriels donc, auxquels vous aurez accès par l'intermédiaire de cette fameuse plateforme d'enseignement numérique et que vous pourrez regarder de façon régulière, mais qu'on utilise aussi avant chacun des travaux pratiques que vous réaliserez sur ces techniques de soins. On utilise aussi d'autres méthodes pédagogiques puisque vous allez avoir une approche de l'enfant. Donc, on travaille sur des ateliers chant, donc, qui vont vous permettre justement de bien discerner les bienfaits sur le développement de l'enfant et qui sont aussi quelque chose qu'on trouve de vraiment important et qui est une méthode pédagogique complètement différente, mais qui est quelque chose qui permet de développer votre créativité aussi, votre expression vocale et corporelle. On travaille aussi beaucoup il y a beaucoup d'ateliers manuels, hein. Donc c'est surtout ces ateliers manuels, c'est surtout pour travailler sur les sens et notamment celui du toucher, hein. On se rend bien compte que les enfants utilisent beaucoup leurs mains et ont besoin donc de toucher. Donc, c'est vous voir justement votre ressenti dans la manipulation de différents matériaux. Donc, c'est des matériaux, du riz, de la farine, du tissu, des bouteilles, hein. Et il faut savoir que la manipulation, et ça vous le verrez pendant la formation, hein, c'est quelque chose qui est essentiel au développement cognitif de l'enfant. Et ça lui permet d'intérioriser donc le monde extérieur. On fait aussi ce qu'on appelle donc un atelier de psychomotricité. Donc c'est vous apprendre au travers de cette activité que vous réaliserez, hein, le développement psychomoteur de l'enfant, hein, et les difficultés parfois à arriver à avoir de l'équilibre, de la coordination. Et l'objectif, c'est pour vous, hein, en tant que futur professionnel, d'appréhender la psychomotricité au travers de cet atelier et pour repérer les difficultés chez certains enfants et éventuellement pouvoir trouver des activités qui pourraient y pallier. Donc là, vous avez une diapo donc, sur le suivi pédagogique individualisé. Donc, dans l'équipe, il y a donc 3 formatrices, hein. Donc, chaque formatrice a sous sa responsabilité un groupe d'élèves. Donc, ces groupes d'élèves bénéficient d'un suivi pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous qui sont organisés tout au long de l'année, hein, en début d'année, à la fin de certains stages, à des moments où vous pouvez aussi avoir des difficultés, vous pouvez demander avoir des rendez-vous, mais c'est donc votre référent qui pourra vous aider et vous accompagner toujours avec l'objectif de la réussite. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut savoir utiliser. Parfois, on a des élèves qui viennent nous voir en nous disant à un moment donné, mais parfois trop tard, des difficultés auxquelles on aurait pu pallier pour les aider à s'organiser dans des révisions, dans de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir utiliser. Alors, il y a une association au niveau de l'Institut, donc une association étudiante. Hein. Étudiante, pourquoi? Vous voyez, donc on a des étudiants à l'école, vous serez des élèves puisque vous êtes dans une école. Hein, et les étudiants en soins infirmiers, c'est une formation universitaire. Et donc, cette association étudiante qui s'appelle Adrenats est gérée par les étudiants en soins infirmiers de 2e année, mais cette association est pour donc les étudiants et tous les élèves de l'Institut de formation.
Donc, vous voyez donc là un suite à l'effigie donc de cette association Adrenats, donc IFITS. Donc, c'est un suite qui est vendu en fin d'année scolaire et puis en milieu, en fin d'année civile et puis au printemps. Hein. Donc, c'est pour que vous puissiez garder un souvenir de votre passage à l'Institut. Et c'est aussi une association qui est assez active et qui était très active avant la pandémie, puisqu'il y avait des organisations de soirées, de convivialité pour créer donc des moments, d'autres moments en dehors de la formation. Alors, donc là, vous avez donc toute formation a un coût. Hein, donc, en fonction de votre situation, soit ce coût est pris en charge par le Conseil régional d'Île-de-France en fonction de certains critères, par des employeurs ou par des organismes financeurs. Si vous ne répondez à aucun de ces financements, vous devez donc prendre en charge votre formation. Le coût de cette formation est à peu près, alors je vais vous le dire de façon approximative, puisque je pensais que Madame Marchal était là, mais c'est pas grave. Je crois qu'elle est de l'ordre de… C'est 4 888 € pour la rentrée. Voilà. Donc, vous avez eu… 4 888 € pour la rentrée de septembre 2021. Donc voilà, ça c'est à partir du moment où vous n'êtes pas donc éligible donc aux différents critères de la région. Vous n'avez pas d'employeur et d'organisme financeur. Hein. Tous ces critères donc sont bien notifiés sur le site internet de l'Institut de formation et seront aussi notifiés donc dans le dossier d'inscription que vous téléchargerez à partir du 29 mars. Ce dossier d'inscription qui sera à nous retourner donc soit par la poste, mais faites attention à la poste, surtout si vous le postez au dernier moment, hein, puisque bon, il y a quand même des problèmes. Nous, c'est le cachet de la poste qui fait foi, hein, donc si vous le postez le 6 juin et qu'il arrive à l'école, on regardera le cachet de la poste, hein, mais il sera tout à fait recevable. Hein. Sinon, vous pouvez l'emmener directement à l'Institut de formation. Et si l'Institut de formation n'est pas ouvert au moment où vous déposez votre dossier, il y a une boîte aux lettres donc à l'extérieur de l'Institut de formation. Donc, voilà. Il y aura aussi la possibilité, en fonction de votre situation, de pouvoir demander donc une bourse d'études. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on annonce au moment de la rentrée administrative. Donc, il y a un lien qui vous connecte donc au niveau du conseil régional. Et après, c'est le conseil régional qui étudie bien sûr votre situation et qui voit si vous êtes éligible ou pas. Alors, c'est vrai qu'il est noté, donc il peut y avoir, ça peut être possible, hein, puisque les auxiliaires de puériculture sont en forte demande. Hein. Nous, on a tous les ans des demandes de la part de beaucoup d'établissements, hein, que ce soit des crèches ou alors des hôpitaux. Après, c'est à vous de voir et de faire éventuellement des demandes et demander parfois au département qui gère parfois des crèches s'il y a la possibilité d'avoir donc une allocation d'études et ça que les étudiants financent ou ne financent pas leur formation. Donc là, on va passer aux questions. Donc, nous attendons vos questions. Oui, merci Leïla. Nous avons déjà plusieurs questions qui sont arrivées. Je vais vous les afficher immédiatement. Première question, doit-on chercher nos stages ? Alors, les stages sont… Donc, nous, on envoie des demandes de stages. Hein, donc, nous, on est dans le département du 93. Donc, on demande des stages dans notre environnement géographique. Bon, aussi Paris, hein, parce que Paris n'est pas si loin que ça de Neuilly-sur-Marne. Après, en fonction de votre situation, puisqu'on a parfois des étudiants qui viennent de province. Hein, on sait qu'en province, les IFAP sont beaucoup moins nombreux. Il y a beaucoup plus de candidatures. Hein.
donc les étudiants qui sont en province, ont la possibilité aussi de faire ce qu'on appelle les démarches personnelles pour se rapprocher de leur domicile initial au moment des stages. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'institut de formation qui, en premier lieu, cherche les stages avec une ouverture sur la possibilité que les élèves fassent aussi des recherches de stage. Autre question. Alors, Possible de passer le PSC et le SST au sein de l'établissement. Alors, je pense qu'il faut que tu précises quels sont ces deux. Oui, alors je pense que ce sont les gestes de premier secours. Oui. Et donc SST, j'ai pas en tête l'exacte traduction du sigle. Toutefois, ce qu'on peut dire, c'est que tous les élèves vont valider, vont obtenir l'attestation de formation aux gestes de secours, de secours et d'urgence. De niveau 2. De niveau 2. Donc, voilà. La FGSU niveau 2 est enseignée et validée au niveau de la formation initiale. Et pour le coup, c'est ce qui est exigé aussi quand vous exercez en tant que professionnel de santé, et vous serez recyclé au cours de votre exercice professionnel au sein de l'établissement où vous exercerez. D'accord, merci. Autre question d'une personne qui, je pense, a suivi les webinaires précédents, notamment concernant les infirmiers et Erasmus. Erasmus est valable pour les formations ASCAP. Non, alors Erasmus, c'est pour donc les formations universitaires, donc ce n'est pas valable pour les formations AS et AP. Alors c'est vrai qu'il y a la possibilité d'avoir d'autres programmes. Alors nous, on n'est pas fermé à la possibilité de faire des stages à l'étranger. Pour l'instant, nous attendons vraiment le nouveau référentiel de formation pour voir s'il y aura cette possibilité. Mais bien sûr, si cette possibilité existe, nous, on a un institut qui est ouvert sur le monde depuis quelques années et nous sommes persuadés qu'aller apprendre ailleurs, c'est aussi un très grand enrichissement. Ces possibilités existeront, mais il faut savoir aussi que l'aspect financier n'est pas pris en charge par l'Institut de formation. Juste pour signaler, par exemple, qu'il y avait une opportunité d'aller en stage au Luxembourg. Il n'y a pas eu d'élèves qui ont pu financer ce déplacement, mais on avait un hôpital à Luxembourg qui acceptait de recevoir des élèves aides-soignantes et auxiliaires de puériculture, pourquoi pas, en stage. Merci. Alors, question sur les gens qui veulent intégrer la formation. Je suis actuellement en terminale ST2S. Est-ce possible d'accéder à la formation ? Alors, pour pouvoir accéder à la sélection, il n'y a pas de condition de diplôme. Donc, que vous ayez un diplôme, et puis c'est mieux d'en avoir un, toujours. Et si vous n'avez pas eu la possibilité d'aller jusqu'au bac, il n'y a pas de condition de diplôme. Une terminale ST2S, en termes de contenu, ça ne pourra que être facilitant pour vous pour suivre la formation. Alors, accompagnement, services et soins à la personne. Alors, on les prend. Oui, alors on prend donc les bacs professionnels ASSP et SAPAT, donc on les a toujours pris. Il faut savoir que pour le moment, donc quand ces bacs professionnels vous permettaient des dispenses de modules, à ce jour, les textes ne sont pas sortis, on ne le sait pas, c'est encore à l'étude, mais bon, l'objectif, c'est aussi que votre bac professionnel que vous avez fait puisse vous dispenser de certains modules de formation. Donc, en tous les cas, on vous prend, bien sûr, sans aucun souci, et on attend les textes pour savoir le nombre de blocs de compétences et de modules à faire pour valider cette formation. Mais vous devez évidemment vous présenter à la sélection comme tout autre candidat qui souhaite candidater. Oui, la sélection est identique. Voilà.
Le seul, ce n'est que pour la VAE où il n'y a pas la même forme de sélection. Mais toutes les personnes titulaires d'un bac, non titulaires d'un diplôme, professionnels de santé ou voilà, avec un bac, doivent déposer un dossier tel que je vous l'ai annoncé précédemment. Alors, autre question sur les modalités d'inscription. Alors là, je vois. Donc, est-ce possible de vous fournir des documents en plus? Tout ce qui peut justement vous servir et mettre en avant tout ce que vous avez pu faire, oui. Il faut aussi vous être dans l'associatif et que le responsable de l'association vous fait un document par rapport à ce que vous y faites. Si vous avez eu des rapports de stage, alors c'est vrai que pour les bacs ASSP, les bacs SAPAT, vous avez donc des stages durant votre parcours scolaire. Et donc là, vous avez donc un dossier dans lequel il y a des rapports de stage. Mais si vous avez tout document qui permettent de voir que vous avez acquis des compétences, des techniques, qui démontrent des qualités, oui. Fournir le plus de documents pour pouvoir mettre en avant tout ce que vous avez. Demande de précision. Si j'ai bien compris, l'entretien qui se déroule normalement en juillet est supprimé à cause de la crise Covid. L'entretien. Alors, oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, là, la sélection, donc les textes tels qu'ils sont parus donc, il y a 2 ans maintenant, les textes disaient que la sélection se faisait sur un dossier. Donc, un dossier qui est étudié par un formateur et un professionnel, donc auxiliaire de puériculture, donc en binôme, un dossier étudié en binôme. Et l'entretien qui figure dans ce texte a été aussi donc annulé pour cette année et a été supprimé, bien sûr, à cause de la crise Covid, puisque les organisations d'entretien étaient complexes par rapport au respect des mesures barrières. Question sur le niveau des formations AS et AP. C'est niveau licence. Alors, Christine, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre parce que je sais que ça va passer en niveau 4. Ah oui, voilà. Ce sont des formations qui vont passer en niveau 4, mais pour l'instant, ce sont des niveaux 5. À ce jour, ce sont des niveaux 5, donc il n'y a pas d'équivalence universitaire de toute façon. Il n'y a pas de niveau licence. Et il y a prépa, là, je ne comprends pas très bien la question. Prépa. Licence, prépa, je ne sais pas. C'était la demande de quel niveau était la formation, niveau licence, niveau prépa. Je pense que c'était ça. D'accord, donc c'est pas niveau, donc ce n'est ni niveau prépa ni niveau licence. Autre question, alors là, dans la formation en soi, est-ce qu'une AP peut travailler en service de néonatologie? Bien sûr. Natologie. Oui, une auxiliaire de puériculture peut travailler en service de néonatologie, bien sûr. Donc, de toute façon, vous pouvez travailler dans tout ce qui concerne les enfants. Après, ça, c'est des choix d'établissements hospitaliers d'avoir dans leurs équipes des auxiliaires de puériculture ou pas. Merci. Alors, je vais répondre à celle-ci. Donc, où se situe l'Institut? Donc, à Neuilly-sur-Marne. Je vous invite à regarder notre site internet pour voir les plans d'accès www.ifits.fr. Alors, nous avons une dernière question qui est sur l'avenir après. Ah non, deux dernières questions. Hop, je vous la publie. Peut-on collaborer avec un hôpital pour effectuer des stages? Je pense que ça veut dire s'ils peuvent chercher les stages eux-mêmes. Alors, oui. Alors, si c'est chercher votre stage vous-même avec un hôpital, oui, pourquoi pas. Après, collaborer, si c'est avec un objectif de se faire financer, pourquoi pas aussi. Mais c'est vrai que peut-on collaborer? Je ne vois pas de quel type peut être la collaboration. Mais bon, après, oui, vous avez la possibilité de contacter des hôpitaux si vous souhaitez faire des stages bien particuliers. Merci. Une personne nous demande s'il y aura une préparation à l'entrée à l'IFAP cette année. Alors donc, si on faisait une préparation, ce serait une préparation pour constituer un dossier. Donc à ce jour, c'est vrai que c'est quelque chose auquel
on a pensé, hein, mais qu'on n'a pas mis en œuvre pour le moment. Une autre question sur la rémunération pendant la formation. Est-ce qu'on peut être rémunéré? Il n'y a aucune rémunération sur la formation auxiliaire de puériculture pendant les stages. Non. Contrairement à ce que vous avez pu entendre sur la formation infirmière, les stages ne sont pas rémunérés. Il y a des indemnités de stage, oui, pour les infirmiers. Alors, une AP peut-elle gérer une crèche, nous demande-t-on? Alors ça, une micro-crèche, oui. Et encore, non. C'est un peu complexe, hein, toutes ces particularités, puisqu'il y a beaucoup de micro-crèches qui s'ouvrent. Même s'il y a des micro-crèches, elles sont sous la responsabilité d'une puéricultrice à minima ou d'une éducatrice de jeunes enfants. Voilà, il y a des critères. Après, vous pouvez avoir une responsabilité de sous-directrice, bien sûr, dans une micro-crèche. Hein. Alors, je termine par une question sur l'après. Comment peut-on devenir infirmière de puériculture? Soit vous faites directement la formation infirmière pour après faire la formation d'infirmière de puériculture. Et voilà. Soit vous faites auxiliaire, après infirmière, et puis après, la spécificité infirmière puéricultrice. Il faut être infirmière avant pour pouvoir passer la sélection d'entrée en école de puériculture. Voilà. Et simplement, pour vous informer aussi, à partir du moment où vous faites une formation dans le domaine paramédical, hein, et que la région vous a financé une formation, si vous enchaînez directement sur une deuxième formation, la région ne pourra pas vous prendre en charge. Hein. Donc, c'est un élément important. Il faut au moins avoir exercé 3 ans pour pouvoir après être de nouveau éligible, hein, si vous répondez donc aux critères de la région. Mais vous ne pouvez pas faire une formation d'auxiliaire de puériculture, finir la formation et puis après vous dire tiens, je vais faire la formation infirmière. Vous serez dans l'obligation de financer la formation infirmière. Ce qui est tout à fait normal, puisque si la région vous finance une formation, c'est pour pouvoir aller donc sur le marché du travail. Sinon, il n'y a aucun intérêt. La région n'a aucun intérêt à financer ces formations. D'accord. Alors, j'ai quelques questions qui viennent d'arriver à nouveau. Est-ce que le diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture est reconnu dans d'autres pays? Alors, ça, c'est pas un métier qu'on retrouve dans beaucoup de pays, hein, le métier d'auxiliaire de puériculture. Donc, la reconnaissance, après, c'est à vous, si vous voulez aller travailler dans un autre pays, de faire des recherches, hein, si ce métier existe et s'il y a une forme de reconnaissance. Alors, une question d'une demande de reprécision. Pouvez-vous repréciser en ce qui concerne les congés? Je ne suis pas sûr. Alors, je vous ai dit qu'à ce moment, il y avait une étude qui était faite justement sur les congés et la répartition de ces congés. Actuellement, les élèves ont 3 semaines de congés, hein, mais je ne sais pas si ça va être à l'identique ou si ça va être différent. D'accord, merci. Et enfin, le métier d'auxiliaire de puériculture est-il d'un niveau sous le bac? Alors, qu'est-ce qu'un niveau sous bac? Est-ce que c'est… à ce jour, c'est en effet une formation qui est accessible sans exigence de diplôme. Donc, le bac n'est pas exigé pour faire la formation d'auxiliaire de puériculture. Donc, c'est actuellement une formation de niveau 5 qui probablement va passer en niveau 4 puisque peut-être qu'après le baccalauréat sera exigé. Mais pour l'instant, le baccalauréat n'est pas exigé pour faire cette formation. Tu confirmes, Leïla? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas un sous-métier. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le bac, hein, c'est un métier extraordinaire et passionnant. Oui, bien sûr, il n'y a pas de niveau sous ou en dessous, pas. C'est les modalités d'accès qui disent qu'on a besoin ou pas d'un baccalauréat pour y accéder. Mais c'est un très très beau métier avec énormément de diversité d'exercices, aussi bien en milieu hospitalier, en maternité, en néonate,
même les crèches d'hôpitaux, qu'en extra-hospitalier, donc pour tout ce qui est, comment dirais-je, crèche et maison d'accueil pour enfants, quoi. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Donc, suite à tout ce que tu viens de dire, Leïla, on nous demande, il y aura donc une revalorisation salariale. Après, de toute façon, il faut aussi attendre la sortie du référentiel d'activité, voir justement quels vont être, puisque dans une réingénierie, c'est qu'il y a aussi une transformation du référentiel d'activité. Donc là, moi, je n'ai pas de réponse à vous donner. Ce serait bien, mais pour le moment, je ne sais pas. Il y a beaucoup de questions concernant les passerelles. Après la formation AS, peut-on faire la formation AP? Oui, donc vous pouvez. Alors, sur ce qu'on appelle donc des cursus partiels, si vous souhaitez faire la formation AP tout de suite après une formation AS, vous pouvez, bien sûr. De toute façon, que vous la fassiez tout de suite après, que vous la fassiez 4 ans après, le conseil régional, là, actuellement, ne prend pas en charge ce qu'on appelle les formations en cursus partiel. Donc, c'est une formation que vous devrez financer et vous pouvez la faire à n'importe quel moment. Merci. Pour être sage-femme, peut-on faire auxiliaire de puériculture avant infirmière? La formation sage-femme est une formation, et Madame Marchal va reprendre, médicale. Donc, après, bien sûr, on peut faire auxiliaire de puériculture. Après, et pourquoi pas, si on estime avoir les capacités pour pouvoir le faire, c'est pas. Mais je pense pas que ce soit quelque chose de logique, je dirais, dans votre parcours. Donc, soit vous vous engagez à faire sage-femme, qui est une formation complètement différente. Voilà, et alors on terminera. Il y aura encore quelques questions, mais comme on doit achever le webinaire, je termine sur une question sur le taux de réussite. Quel est le taux de réussite dans votre institut pour avoir le diplôme d'état d'auxiliaire? Alors, le taux de réussite sur les élèves qui ont terminé leur formation, c'est-à-dire qui ont le temps de formation nécessaire pour pouvoir être présentés au diplôme d'État, donc il est à 96%. D'accord. Vous avez donc sur notre site internet un item qui s'appelle qualité, sur lequel vous avez tous les taux de réussite des différents diplômes de notre institut de formation. Merci Leïla. Autre question sur les conditions d'admission. Et tout d'abord, combien y a-t-il de places dans votre institut pour septembre prochain? Alors, pour la rentrée de septembre 2021, nous avons 48 places, donc 48 places pour la rentrée. Merci. Et les conditions, alors là, quelqu'un qui souhaite un petit rappel sur les conditions d'admission. Alors, les conditions d'admission sont aussi donc toutes écrites sur notre site internet. Référez-vous beaucoup aussi au site internet. Les conditions d'admission, donc c'est une sélection sur dossier seulement pour cette année aussi. L'entretien ne se fera pas donc cette année. Donc dossier donc constitué de différents éléments, donc pièce d'identité, donc je vous ai dit un CV, une lettre de motivation et donc un document manuscrit relatant une situation personnelle ou une situation professionnelle. Voilà, autre question. Cette fois-ci, on aborde le cursus partiel. Comment la formation se passe pour le cursus partiel pour les titulaires d'un bac professionnel ASSP? Alors, pour donc les personnes titulaires d'un bac ASSP ou alors d'un bac SAPAT, puisque et c'est ce qui vous est dit lorsque vous faites la formation,
que vous pouvez donc faire une formation d'auxiliaire de puériculture et que vous êtes dispensé de certains, on va dire, soit blocs de compétences, soit modules. Hein. Donc ça, pour le moment, nous n'avons pas encore le détail de ces dispenses, mais il est sûr qu'il y aura des dispenses pour les personnes titulaires d'un bac professionnel ASSP ou SAPAT. Mais là, à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore ces informations. Merci. Alors, sur le déroulé en elle-même de la formation, combien de cours par semaine? Alors, une semaine, c'est 35 heures de cours. Voilà. Et tous les cours sont obligatoires. Donc, avec une alternance de ce qu'on appelle des cours magistraux, hein, c'est-à-dire du face-à-face, des travaux dirigés, hein, des travaux pratiques, et puis les autres activités que j'ai pu vous détailler précédemment. Merci. Cette fois-ci, concernant les stages sont-ils trouvés par l'établissement? Alors, les stages sont bien sûr trouvés de façon majoritaire par l'établissement, mais comme je vous l'ai dit, vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle les démarches personnelles, parfois en fonction d'une spécificité que vous souhaitez, ou alors pour être proche de votre domicile, parce que bon, la distance est aussi un facteur de fatigue qu'on comprend bien entendu. À partir du moment où vous nous dites et vous nous donnez toutes les coordonnées de la structure, nous sommes toujours favorables justement à ce que vous fassiez des démarches personnelles, parce que c'est aussi dans l'optique de votre futur exercice professionnel, et ben c'est déjà commencer à faire des démarches pour pouvoir trouver un lieu de stage, et qui sera la même chose lorsque vous chercherez un futur employeur. Merci. Mais ne vous inquiétez pas pour les stages, hein, on trouve toutes les élèves ont un stage dans notre institut de formation, que ce soit trouvé par l'établissement ou alors par les élèves. On a parfois donc des élèves qui viennent de province, hein, parce qu'on sait qu'en province, il y a beaucoup moins d'IFAP, hein, c'est une réalité, qu'il y a beaucoup de personnes qui candidatent. Donc, on a des personnes qui viennent de province, et puis c'est vrai, venir en région parisienne, parfois, se retrouver loin du domicile familial, ça peut paraître compliqué. Donc, on autorise aussi les stages en province. Merci. Je reviens sur les deux autres questions sur les sélections des dossiers. Je reviens un petit peu en arrière. Comment procédez-vous pour la sélection du dossier? Alors, la sélection du dossier, donc, c'est un avenant à l'arrêté, hein, qui se trouve donc sur notre site internet. Donc, la sélection du dossier se fait avec 2 personnes. Donc, un formateur de la filière, un formateur de l'institut de formation, et en binôme avec une auxiliaire de puéricultrice, où là, donc, il y a une dérogation donc, pour cette année. Ça peut être fait aussi par 2 formateurs de l'institut de formation, si on n'a pas la possibilité d'avoir beaucoup d'auxiliaires de puériculture au regard du contexte pandémique. Mais sinon, c'est un formateur, une auxiliaire de puériculture. Et après étude des dossiers, quel est le délai de réponse? Alors, le délai de réponse, c'était écrit dans le calendrier, mais là, de mémoire, ça y est, j'ai oublié, je ne me souviens plus, mais il me semble que la réponse est vers le 30 juin, il me semble. Hein. Mais regardez sur le site internet, la date, la date est bien mise. Hein. D'accord, on va regarder, on va la redire. Voilà, oui. 30 juin. Voilà, voilà, 30 juin. Donc, je m'en suis souvenu. Et ensuite, il y a un délai pour s'inscrire. Dès lors que vous avez la réponse favorable, il faut répondre s'inscrire avant quelle date? Alors, en règle générale, vous avez un délai. Alors, il me semble que le délai, il est de 15 jours pour dire si vous venez ou pas dans notre institut de formation. Passez ce délai, vous perdez votre place et on va sur la liste complémentaire.
Merci. Deux questions sur le financement à présent. Alors, celle-ci est très claire. Bonjour, qui finance la formation? Alors, en fonction de certains critères, le conseil régional, la formation sera donc subventionnée par le conseil régional d'Île-de-France. Donc, Madame Mokedem vous a donné les critères d'éligibilité à la subvention du conseil régional. Je le rappelle, c'est avoir moins de 26 ans, je vous le rappelle, sorti du système scolaire depuis moins de 2 ans, ou alors être demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi depuis au moins 6 mois, c'est très important ça, le délai d'inscription, le temps d'inscription à Pôle emploi. Si vous êtes bénéficiaire d'un contrat aidé, si vous êtes bénéficiaire d'un RSA, et si vous avez effectué votre service civique durant l'année qui précède l'entrée en formation. Donc ça, ce sont les critères que je viens d'énoncer, vous permettent de ne pas payer vous-même la formation puisque ce sera pris ce sera financé par le conseil régional. Si vous n'êtes pas éligible, si vous ne faites pas partie de ces différents critères, vous devrez payer vous-même la formation, et la formation, elle est pour la rentrée scolaire de septembre 2021, elle s'élève à 4 888 €, donc pour l'année de formation. Les autres personnes qui ne payent pas eux-mêmes, ce sont ceux qui sont salariés dans un établissement et pour lequel l'employeur prend en charge le coût de la formation au titre de la formation professionnelle. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci Christine. J'ai affiché pendant que tu répondais tous les critères pour que les participants puissent voir tout ce que tu as décrit, tous les critères d'éligibilité au conseil régional d'Île-de-France pour la prise en charge de la formation. Je le laisse un petit peu, oui. Pour qu'ils puissent voir. Et je complète je rappelle ce qu'a déjà dit Madame Mokedem à plusieurs reprises. Toutes ces informations, vous les trouvez sur le site internet de notre institut et ils sont téléchargeables, donc vous pourrez voir. Et j'aperçois une question, puisqu'on y est, quelqu'un qui demande si c'est à vous-même de contacter le conseil régional. Non, pas du tout. Si vous êtes éligible, cette étude se fait au niveau de la rentrée administrative où l'on vous donne votre statut d'éligible ou de non éligible. Et si vous êtes éligible, eh bien, on vous ne demandera plus rien après. C'est nous qui effectuons les démarches. Parfait, merci. Une autre question sur un petit complément d'information concernant les bourses d'études et demandées. Concernant la bourse d'études, que veut dire le non cumulable? Alors, non cumulable, cela veut dire que vous ne pouvez pas prétendre ni à candidater, parce que c'est quand même d'emblée, c'est pas la peine de candidater, mais en tout cas, même si vous candidatez, vous n'aurez pas de bourse si vous percevez par ailleurs une rémunération, quelle qu'elle soit. Si, par exemple, vous êtes titulaire du RSA, vous ne pouvez pas candidater à la bourse du conseil régional. Si vous percevez une allocation de Pôle emploi, vous ne pouvez pas percevoir la bourse du conseil régional. Donc, pour synthétiser, j'ai envie de dire, c'est que pour être éligible à la bourse du conseil régional, il faut aussi regarder, ça vous êtes informé au moment où on vous donne le lien pour faire la demande en ligne, puisque c'est une demande qui se fait en ligne, mais on vous explique tout à la rentrée administrative. Et il y a les critères également d'éligibilité à la bourse du conseil régional. Et quand bien même vous candidateriez alors que vous n'êtes pas éligible, dans tous les cas, le conseil régional étudie le dossier que vous remplirez et si vous cumulez une autre source de rémunération,
votre dossier sera rejeté. Merci Christine. Je réponds rapidement à cette question. La sélection ne se fait donc pas en fonction de l'ordre d'arrivée du dossier, suite à ce que tu as dit, Leïla, tout à l'heure. Donc, effectivement, non, ça ne se fait pas dans l'ordre d'arrivée. Non, c'est pas parce que ce sont pas les premiers dossiers qui sont retenus. On étudie les dossiers, en même temps. Ils sont répartis avec les différents jurys, et donc il n'y a pas d'ordre d'arrivée. Non. Parce qu'après, je ne sais pas ce que veut dire le fait de l'ordre d'arrivée. Il n'y a pas de critère de sélection sur la date d'arrivée du dossier. Il n'y a absolument pas de discrimination dans ce sens. C'est le cachet de la poste qui fait foi, puisque c'est jusqu'au 6 juin. Donc, si vous le postez le 6 juin au matin et qu'il y a cachet de la poste, le dossier est tout à fait recevable. Mais premier arrivé n'est pas forcément premier servi, évidemment. Non. Alors, deux questions pour terminer sur avant les études et après les études. Donc, avant les études, une jeune participante. Bonjour, je voudrais savoir quelles sont les études à faire après la 3e. Après, il n'y a pas d'études particulières à faire. Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être des filières qui seront plus favorables parce que vous faites un métier qui est du sanitaire. Alors, c'est vrai que le bac ST2S en fait partie, mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Si vous voulez accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, il n'y a pas de règle. De toute façon, vous pouvez accéder à cette formation sans diplôme. Il n'y a pas de diplôme exigible pour pouvoir entrer en formation auxiliaire de puériculture. Merci. Mais continuez à faire vos études après la 3e, c'est important. Merci Leïla. Et alors, dernière question sur l'avenir post-AP. Bonjour, y a-t-il une possibilité d'évolution et de déboucher vers des métiers tels qu'infirmier ou bien puéricultrice? Donc, bien sûr, vous avez tout à fait la possibilité, une fois que vous êtes auxiliaire de puériculture, que vous avez eu une expérience professionnelle, vous dirigez sur le métier d'infirmier, et après le métier d'infirmier, vous dirigez sur le métier de puéricultrice. Le seul élément important à avoir, c'est qu'à partir du moment où vous faites une première formation paramédicale, et que la région vous finance parce que vous êtes dans les critères d'éligibilité au financement, la région ne vous financera pas si vous voulez faire la formation d'infirmier tout de suite après. Il faut au moins avoir exercé pendant 3 ans pour pouvoir, et en fonction bien sûr toujours pareil des critères, pour pouvoir être donc éligible au financement de la région. Donc, si vous venez vous sortez du système scolaire, vous avez 17-18 ans, vous travaillez 3 ans, vous êtes toujours sous la barre donc des 26 ans ou alors sous les autres critères. Sinon, la région ne vous financera pas, ce qui est aussi logique puisqu'il y a aussi un besoin important de professionnels de la petite enfance. Donc, si la région finance une formation pendant 1 an et que vous allez tout de suite derrière faire une formation comme infirmier, rien quoi. Un bénéfice parce que vous aurez fait une formation. Donc, réfléchissez bien parce qu'on a beaucoup parfois, on a des élèves qui parfois font la formation d'auxiliaire de puériculture parce qu'elles se disent « Oh là là, j'ai pas envie de m'engager tout de suite sur une formation d'infirmière parce que c'est 3 ans, parce que c'est peut-être complexe, donc je vais passer par une formation d'auxiliaire pour me remettre dans une formation et voir un peu, déjà aussi, si c'est quelque chose qui est fait pour moi. Donc, faites attention à ça, réfléchissez bien. Merci Leïla. Merci Leïla. On a fini le temps des questions-réponses. Avant de vous redonner la parole, je précise qu'au courant de la semaine prochaine, il y aura une publication des questions-réponses de tous les webinaires que nous avons eus aujourd'hui sur notre site internet.
Il devrait y avoir aussi dans la foulée publication des meilleurs extraits de tous les webinaires qu'il y a eu aujourd'hui, dont ceux des AP, puisqu'il y en a déjà eu un ce matin, pour revoir, si vous le souhaitez, toute la présentation que nous avons faite aujourd'hui. Je vous laisse, mesdames, la parole pour le mot de la fin. Alors, donc, merci d'avoir assisté à ce webinaire, qui fut aussi une première pour nous. Je vous redis que toutes les informations qui vous ont été données figurent sur le site internet. Alors, c'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois au cours de cette présentation, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Si vous souhaitez avoir des informations, vous allez sur notre site internet, sur l'item auxiliaire de puériculture, et vous aurez toutes des informations. Si vous ne les avez pas, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler. Donc, merci encore à vous. Donc, vous allez avoir sur la fin un film qui va vous présenter la journée d'intégration qui a eu lieu en 2019, avant la crise sanitaire, ce qu'on appelle la journée d'intégration, l'accueil par les étudiants soit infirmiers de deuxième année, des étudiants infirmiers de première année et des élèves aides-soignantes et auxiliaires de puériculture. Donc, ce sont des moments très importants de l'Institut de formation, des moments de convivialité et du bien vivre ensemble, et qui nous semblent très importants, et c'est pour ça qu'on clôturera après le petit mot de Madame Marchal sur ce film qui nous fait toujours du bien. Eh bien, je m'associe à Madame Okedem pour vous souhaiter une belle journée, et j'espère que on a pu répondre à vos questions, vos questionnements, et que que la visite de notre institut vous a séduit, et on vous attend. À bientôt. Et donc là, vous allez avoir un petit film de la journée d'intégration des étudiants soins infirmiers de première année, des élèves aides-soignants et des élèves auxiliaires de puériculture, bien entendu, avant la pandémie, quand tout allait bien. Et nous espérons pouvoir reconduire cet accueil en formation à l'arrivée des nouveaux élèves et étudiants. Bonne fin de journée à vous avec ce beau soleil. Au revoir. Audio Jungle.